Donc, bonjour à tous et à toutes, et en particulier au public espagnol. Dans ce premier exposé, je vais dresser un état des lieux rapide de la filière porcine espagnole et présenter ses clés de succès et ses limites, ainsi que des scénarios prospectifs. Les enseignements que je vais présenter sont issus d'une étude que nous avons réalisée avec le financement de France Agrimer l'année dernière, avant l'apparition de la peste porcine dans le pays. Au niveau mondial, l'Espagne est le 3e pays producteur de porc, derrière la Chine et les États-Unis, et devant le Brésil et la Russie. La croissance dynamique de sa production, 33%, est parmi justement les plus dynamiques, à l'instar du Brésil, de la Russie ou du Vietnam. À l'échelle européenne, l'Espagne est le premier pays producteur et abatteur de porc. Ce graphe présente l'évolution depuis 2020 pour les 3 premiers pays producteurs de porc que sont en vert l'Allemagne, en rouge l'Espagne et en noir la France, d'une part du nombre de porcs produits dans le pays, c'est les traits en pointillés, et d'autre part du nombre de porcs abattus, c'est le trait plein. Alors les deux courbes se superposent pour la France, car nous importons et exportons peu d'animaux vivants. En revanche, elles sont très éloignées pour l'Allemagne, où parmi les porcs abattus, un quart sont issus de l'importation. Et en Espagne, l'écart qui se creuse depuis 2020 reflète l'augmentation des importations d'animaux vivants pour combler les pertes générées par le SDRP qui sévit dans le pays. Alors, en 2024, l'Espagne a réalisé un quart des abattages de porcs de l'Union européenne, et à l'échelle nationale, environ 70% du cheptel porcin espagnol est situé dans le nord du pays, en particulier en Catalogne, en Aragon et en Castille-et-Léon. Alors, l'export a joué un rôle déterminant dans la croissance de la production porcine espagnole. Ce graphe présente l'évolution du bilan d'approvisionnement en porc de l'Espagne depuis 1995, avec en noir la production, qui a augmenté rapidement, en particulier à partir de 2013. En bleu, la consommation, qui restait à peu près stable sur la période. En rouge, les exportations. Donc, vous voyez qu'elles ont fortement augmenté à tel point qu'elles sont devenues plus importantes que la consommation intérieure. Et en vert, les importations qui restent faibles et représentent l'équivalent en volume de 10% de la consommation intérieure. En 2024, le taux d'auto-approvisionnement production sur consommation de l'Espagne était de 178%, après avoir atteint près de 200% en 2000, c'est-à-dire que l'Espagne produisait 2 fois plus que son marché intérieur consommait. À titre de comparaison, le taux d'auto-approvisionnement de l'Allemagne est de 123%, et en France, on est à peu près à équivalence, un peu moins de 100%. Le succès à l'export de l'Espagne a fait que la balance commerciale du secteur porcin affiche en 2024 un excédent de près de 8 milliards d'euros en valeur pour un excédent en volume de 2,4 millions de tonnes. À titre de comparaison, la balance commerciale du secteur porcin français affichait en 2024 un déficit de plus de 600 millions d'euros pour un excédent en volume légèrement inférieur à 100 000 tonnes. La présence du porc espagnol à l'international s'est intensifiée et diversifiée. La part des marchés des pays tiers dans les exportations espagnoles est passée de 26% en 2013 à plus de 60% en 2020 et 2021 pour retomber à peu près la moitié en 2024. Alors, sur les marchés européens, le portefeuille de clients est diversifié, avec des clients historiques que sont la France, l'Italie, le Portugal, mais l'Espagne a su développer aussi ses exportations vers d'autres clients en Europe de l'Est, que sont la Pologne, la Roumanie, la République tchèque ou la Bulgarie. Et hors UE, le portefeuille de clients est aussi diversifié, mais vous remarquerez la part largement prépondérante de l'Asie de l'Est et de la Chine. Mais là aussi, l'Espagne a su diversifier ces dernières années ses exportations, en particulier vers le Mexique, 2e importateur de porc mondial, mais aussi le Canada, les USA ou l'Amérique latine. Les produits exportés par l'Espagne varient selon les marchés. Sur le marché européen, l'Espagne exporte principalement des viandes fraîches et congelées, et en particulier des pièces désossées, dont les exportations ont fortement augmenté, ou des jambons avec os, qui vont notamment
vers l'Italie, la France, où ces pièces permettent d'approvisionner les transformateurs. Moins de 10% des exportations sont des produits transformés à forte valeur qui vont notamment vers la France, 34% des volumes, et le Portugal. En Asie, la demande en abat est particulièrement forte en Chine, en Philippines, au Vietnam. En revanche, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan ou la Malaisie sont plus demandeurs de viande et de pièces de découpe. Alors, en fin 2025, l'apparition de la peste a conduit certains marchés à arrêter leurs importations, le Japon, les Philippines, Taïwan, la Malaisie, tandis que d'autres ont imposé des restrictions. Mais avant l'apparition de la peste, il faut savoir que la valorisation des produits exportés par l'Espagne était globalement un peu meilleure que celle de ses principaux concurrents. Alors, quelles sont les clés de succès et défis de la filière porcine espagnole ? Tout d'abord, l'organisation intégrée de la filière porcine espagnole a permis une diffusion très rapide des signaux de marché de l'aval à l'amont. En Espagne, 3/4 des porcs sont produits sous contrat d'intégration dans des élevages de plutôt grande taille. C'était une taille de 1200 truies ou 3200 porcs à l'engrais en moyenne d'après le dernier recensement agricole de 2020. Les performances zootechniques progressent, mais restent en deçà de la situation française. Cependant, la rentabilité a été meilleure en Espagne car les prix payés pour le porc étaient bien meilleurs jusqu'à l'apparition de la peste qu'en France, pour un coût de revient qui était à peu près comparable. Et par ailleurs, perdure en Espagne une liberté d'entreprendre qu'on peut mettre en relation avec le poids économique du secteur porcin qui est beaucoup plus important en Espagne qu'en France. Alors, les défis s'accumulent, ce qui nous a conduit à réaliser cette étude sanitaire avec le SDRP depuis quelques années, la peste maintenant, sociétaux, avec là-bas aussi la montée de controverses et d'oppositions face à l'élevage intensif, réglementaires avec la entrée en application de tout un tas de réglementations, sociaux, avec une transmission importante aussi des exploitations qui n'est pas si facile, et économiques, avec la fermeture de débouchés, alors que la concurrence est de plus en plus forte. Dans ce contexte, nous avons envisagé 2 scénarios contrastés à l'horizon 2035. Premier scénario, la croissance de la production se poursuit, mais à un rythme ralenti. La croissance de la production est tirée par l'export qui poursuit sa croissance à 0,8% par an contre 5,5% par an. En effet, la demande mondiale croît et l'Espagne parvient toujours à diversifier ses débouchés et en plus saisit les opportunités sur le marché intra-européen qu'offre la restructuration de la production dans le nord de l'Europe. Dans ce scénario, la pression sur le marché français augmente. La production augmente jusqu'à un plafond d'environ 58 millions de porcs abattus, ce qui permet de saturer les outils d'abattage qui sont aujourd'hui en surcapacité. C'est permis par l'amélioration des performances des élevages du fait de la maîtrise du DRP. Et concernant la transmission, les intégrateurs achètent des élevages pour conserver les autorisations et investissent. Dans le deuxième scénario, la production baisse sous l'effet de nombreuses contraintes et en particulier sous l'effet de la pression réglementaire. Dans ce scénario, l'augmentation de la surface par porc de 14 à 33% selon le poids imposé par le décret royal 159/2023 entre en vigueur. Dans le même temps, la pression sociétale rend difficile l'agrandissement des élevages ou la création de nouveaux élevages et le renouvellement des éleveurs est aussi difficile. Dans ce scénario, la production baisse jusqu'à un maximum de 8 millions de porcs, ce qui correspond à la perte de capacité du fait de l'augmentation de la surface par porc. Et bien sûr, les importations de porcs, du coup, sont arrêtées et celles de porcs charcutiers sont renforcées pour répondre à la demande des abatteurs. Alors, la compétitivité de la filière porcine espagnole est entamée dans ce scénario, mais on reste quand même à un taux d'auto-approvisionnement de 140%, ce qui fait de l'Espagne toujours un pays exportateur important. Alors, en conclusion, ce que nous a appris cette étude, c'est déjà que prévoir n'est pas prédire. En effet, l'irruption de la peste porcine à la fin de l'année dernière bouleverse les exportations, invalidant à court terme le premier scénario. Et dans le même temps, le recul réglementaire concomitant à l'apparition de la peste des pouvoirs publics invalide en partie le second scénario. Bref,
Au-delà du fait de rebattre les cartes, la crise sanitaire met en lumière, que nous vivons aujourd'hui, met en lumière les forces de la filière porcine espagnole, que sont sa résilience, dont elle avait déjà fait preuve après la crise de 2008, où la production porcine était repartie en hausse de plus belle, sa capacité à se saisir de toutes les opportunités, diversifier ses débouchés, produire des produits à forte valeur ajoutée et à forte image, étendre son savoir-faire aujourd'hui au-delà de ses frontières, en particulier en Amérique latine, l'efficacité de son lobbying, qui n'est plus approuvé, et enfin, un sens certain du pragmatisme. En effet, le 28 novembre, les autorités notifiaient le premier cas de peste porcine dans le pays. 3 jours auparavant, elles annulaient strictement la réglementation sur la densité porcine, qui était extrêmement contraignante, pour étude d'impact irréaliste. Et 2 semaines avant, elles signaient l'accord de régionalisation avec la Chine, avec application immédiate. Je vous remercie de votre attention.